Je suis d'accord avec ce que dit Éric Zemmour Jacques, là, oui. à propos de l'assimilation. Oui, écoute, allons-y. Voilà, ça commence à s'animer là un petit peu. Oui. Donc je suis d'accord avec ce que disent. Je regrette la dérive robespierriste, excusez-moi, je suis fatigué. Tu peux tenir un petit peu la caméra. Oui. Zemmour. Pas vers lui. Non, mais dans l'autre sens. Mais par contre. Vers moi, vers lui. Dans l'autre sens. Ah, je te prends toi. Non, mais lui aussi, mais pas Laurent. D'accord. Mais par contre, je suis d'accord avec le concept d'assimilation, c'est-à-dire à Rome, fait comme les Romains. Même si c'est pas suffisant, même si ça marche pas dans une société de pénurie, de chômage, bien entendu il faut le plein emploi, et il faut, comme je l'ai dit l'autre jour, excusez-moi de me répéter, mais il faut une vision, il faut vraiment des gens à la tête de... Le sujet, c'est la psychologie de l'étranger, le profil de l'étranger, le problème que pose l'étranger dans une société, et qui est le problème que l'étranger a lui-même par rapport à une société qu'il ne connaît pas. Et on a lancé un paradoxe, sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez, Jean-Paul, à savoir, est-ce que l'étranger est capable de saisir dans un groupe auquel il n'appartient pas, quels sont les comportements habituels ou pas habituels, normaux ou pas normaux. Comme telle chose se fait, est-ce que lui va dire, ah oui, il se passe quelque chose. J'avais deux phrases à dire, je peux plus terminer ma deuxième Oui, d'accord, phrase. non mais c'était pour le brancher, vas-y. Oui, j'avais pas pour 10 minutes. Donc je disais, je suis pour une politique d'assimilation. Ce serait une bonne chose qu'il y ait une politique d'assimilation. Par exemple, les Juifs avant, en France, on leur donnait un prénom français. Oui. Donc ça c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Non. Excusez-moi de répéter, je termine ma phrase. Donc il faut que les gouvernants aient une vision, il faut une élite éclairée, il faut qu'il y ait non seulement la prospérité, mais au niveau culturel, il faut qu'il y ait une culture tournée vers des grandes choses, vers des grands projets. Il faut de la grandeur. Voilà. Oui, mais ça c'est gentil de dire ça, mais encore faut-il s'en donner les moyens, et encore faut-il déterminer quels sont les problèmes. Par exemple, si on n'a pas déterminé quelles étaient les difficultés, on ne peut pas les traiter. Hein. Donc, assimilation, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce problème de l'assimilation? D'ailleurs, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez des étrangers? Sans dire des choses excessives, évidemment. Sans dire des choses excessives. Non, mais je veux dire... Plus que Valentin, moi, non. Moi, ce que je pense là, c'est que une société faible qui est en train de s'écraser sur elle-même a plus de difficultés d'assimiler les étrangers que quand elle est forte et elle se respecte bien. D'accord, oui. Parce que là, bien évidemment, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus personne. Les autochtones eux-mêmes dégénérés ne respectent plus l'autorité, ne respectent plus l'État, dans plein de on va prendre tout en compte là. Donc les étrangers, quand ils arrivent ici, ils ont plusieurs comportements, mais certains essayent de s'assimiler ou de respecter la société, mais quand ils voient le bordel que c'est, ils se disent bon, je vais tirer parti pour moi et puis les miens, et puis voilà ce que je pense. Oui, c'est une position. Bon, on en discutera. Vous avez une réaction par rapport à ça, René Louis? Tu me tiens ça? Oui. Par rapport à Laurent, oui. Ce sont les Anglais qui disent qu'il faut être romain chez les Romains. Oui. C'est les Anglais qui disent ça. Bon, les Français, je ne sais pas ce qu'ils disent. À part ça. Les Français, c'est plutôt sans gêne. Bon, alors, ce qu'a dit notre ami Jean-Paul. Alors, il y a les Allemands. Alors, les Allemands, quand ils sont à l'étranger, ils sont sans gêne. Et ça, c'est la réputation qu'ils ont chez les Anglais ou chez les Français. Et ils viennent avec leur comportement allemand et ils sont sans gêne par rapport au... Orientez votre voix par là. Ils sont sans gêne, les Allemands sont sans gêne par rapport au peuple. Quand ils ont des touristes, les touristes allemands, tu veux dire? Les touristes allemands, par exemple. Ouais, c'est très modéré, hein. Ça n'a rien à voir avec la délinquance de certains étrangers. Ils sont sans gêne parce que bon. Non, mais ils ne sont pas délinquants, non. Sur la plage, des fois, dans leur pays, ils jettent tout à la poubelle. Et ici, ils s'adaptent, ils font comme les Français, ils jettent par terre. Oui, mais c'est peut-être qu'ils parlent entre eux un peu fort, je veux dire, donc. Oui, c'est avec les Allemands comme problème. Ils sont exubérants entre eux sans s'occuper des autres. Ça, c'était vrai sous l'occupation. Oui, mais
façon, ils se tenaient beaucoup mieux. c'est De toute toujours façon, il y avait des vrai. peines Oui. très dures. Il y avait des peines très dures au niveau des militaires. Ah bon? Oui. Ah oui. Ah bah, viol, c'était la mort, je crois, pendu. Hein. Ah oui. Ça rigolait pas. Les Américains, ils ont une très mauvaise réputation. La libération, c'est passé des drôles de choses. Les Allemands étaient très durs avec eux-mêmes. De toute façon, ils sont très durs avec eux-mêmes. C'est pour ça que c'est un peuple. Enfin, maintenant, ils sont dégénérés comme tous les autres. C'est pour ça que c'est un peuple qui a bien fonctionné. C'est un peuple qui a toujours été. Quand ils sont parfaitement eux-mêmes, ils sont très forts. Ouais. Faut reconnaître, hein. C'est un peuple qui. Bon, avant que vous n'arriviez, on disait que une des questions qui était que il y a aussi l'idée de ne pas trop se faire remarquer. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un qui est local, il aura moins d'inhibition à se faire remarquer que quelqu'un qui est étranger. L'étranger, il essaiera d'avoir un profil bas. Mais par exemple, la question de l'humour, par exemple, disons que savoir, est-ce que les étrangers, est-ce qu'on peut avoir de l'humour quand on est un étranger? Parce que l'humour, c'est justement de faire croire qu'on ne connaît pas la norme tout en la connaissant. On joue avec la norme. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la norme, comment peut-il jouer avec la norme? Pour avoir de l'humour, il faut Et il risquerait de se faire remarquer. Donc finalement, il a une certaine connaissance. C'est pas un étranger, c'est un étranger cultivé quand même pour qu'il ait de l'humour et qu'il puisse. C'est pas n'importe quel étranger qui peut avoir de l'humour comme ça en arrivant. Souvent, ce sont des gens qui ont une culture française, par exemple, qui viennent de Bulgarie ou des choses comme ça, qui ont fait l'école française là-bas, qui connaissent la France et puis ils connaissent l'état d'esprit français. Alors ils peuvent ici quand ils arrivent, ils peuvent. non mais qu'est-ce que c'est? Alors on va essayer d'avoir. Qu'est-ce que c'est que l'humour? Est-ce que vous avez une définition de l'humour, vous qui avez un certain sens de l'humour? Oui. Alors, Parce que, à mon avis, l'humour, ça a un rapport avec la question de l'étranger. il faut faire la différence entre l'humour et l'ironie. Oui. Dans l'humour, on rigole de tout le monde. Dans l'ironie, on rigole seulement des autres. Oui. Voilà. D'accord. Moi, je pense que l'humour, pour pouvoir faire de l'humour quelque part, c'est une façon de jouer, de faire semblant de ne pas savoir ce qu'on. C'est-à-dire que, par exemple, on fait quelque chose exprès, en sachant très bien qu'on le fait exprès et que tout le monde sait que vous le faites exprès. Par exemple, si je fais une faute de français, je vais le faire exprès. Par contre, l'étranger, lui, il ne fera pas une faute de français exprès. Donc, il n'a pas envie de faire semblant de ne pas savoir. En principe, non. Bon, donc, Après, il y a des étrangers plus ou moins discrets. Par exemple, les juifs ashkénazes, c'est très discret, ils ne se faisaient pas remarquer, mais les juifs séfarades, oui. beaucoup plus remarqués. Hein. Oui. Ça dépend de. Apparemment, les gens qui viennent du Levant et les populations du Levant, du Maghreb et jusqu'en Asie, là, la plupart, ils se font plus remarquer que les autres quand même. Donc, Oui. ils sont plus excessifs. Hein. Et les Italiens du Sud aussi un peu. Alors que l'Autrichien, l'Allemand, sera beaucoup moins remarqué. Donc, oui. Bon, continuons dans cette direction. Alors, vous avez une définition de l'humour, du rire? Vous qui avez lu Bergson, je sais pas quoi. Enfin, bon, c'est de se moquer d'un groupe ou d'une personne en la faisant rire avec soi. Voilà, en la faisant rire avec soi, c'est-à-dire que c'est une complicité quelque part. Elle le prend pas mal, mais dès que la personne le prend mal, bon, c'est plus de l'humour là. Il y a un mot pour. Oui, mais justement, la personne qui le prend mal, ça peut justement être un étranger. Ça peut être, qui justement prendra mal ton humour parce que on rigole pas avec ça. Par exemple, la politesse. Par exemple, il y a une question. Est-ce que par exemple, le rapport des étrangers à la politesse, c'est intéressant. Si tu dis pas, par exemple, pardon, il y a des codes qui sont plus royalistes que le roi. Il faut être super poli, etc. Et si on n'est pas poli, il y a un problème, etc. Ah oui. Quand on est étranger, on fait attention à être poli. Oui. Et les étrangers font attention à être poli. Je veux dire, le besoin ou l'exigence de politesse est très développé chez l'étranger. Et il veut qu'on soit poli avec vous aussi. Enfin, il veut qu'on soit poli avec lui. Oui, non, mais la politesse comme prise de contact, c'est tout. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est les Italiens puis les gens du Midi, c'est les galéjades. Les galéjades. Dans le Midi, ils font des galéjades. Les Italiens aussi, c'est pareil. Oui. Donc ça, c'est un peu spécial. Oui, mais c'est amusant. Voilà. Non, mais je voudrais aller plus loin dans la discussion.
par exemple, comme a dit tout à l'heure Laurent, enfin je ne sais pas, vous étiez là, il a dit, finalement, quand on fait des recherches dans un domaine, on peut être étranger aux gens qui sont dans ce domaine, parce qu'on est en avance sur eux. Donc finalement, l'élite, l'avant-garde, elle est aussi en position d'étrangère, hein, par rapport à la masse. Par exemple, si vous allez plus loin dans certaines recherches, vous allez devenir étranger. C'est un peu ce qu'a dit Laurent tout à l'heure en passant rapidement. C'est-à-dire que, voilà. Donc, vous disiez que... Alors, je vais reproduire sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez quand une société n'a pas assez de repères, elle n'est pas capable d'intégrer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les étrangers peuvent souffrir d'une société qui n'est pas structurée suffisamment, et donc par conséquent, ils ne savent pas très bien ils ne savent pas très bien quelles sont les normes à suivre, à respecter. Quand une société est trop mélangée, c'est un paradoxe, plus une société est mélangée, moins elle peut intégrer. C'est ça le paradoxe. Je veux dire, c'est trop abstrait. Alors, je voudrais des cas concrets, je veux dire. Il faudrait amener des cas concrets, je veux dire, ça serait plus facile à discuter, à comprendre. Tu n'as pas compris ce qu'a dit tout à l'heure le sieur Jean-Paul. Il a dit que quand une société, dont les normes d'une société ne sont pas faciles à appréhender, ça ne va pas faciliter l'assimilation. C'est trop abstrait, ça. Ça fait penser, tu sais, qui c'est qui était dans ça? C'était Youssef qui était tout le temps en train de dire c'est pas assez concret. Bon. Youssef? Non, mais il disait tout le temps comme ça, c'est trop abstrait quand on disait quelque chose. Ah, peut-être, il a peut-être dit ça. Oui. Et par exemple, un des dangers que je vois, par exemple, reprenez la caméra. Par exemple, un étranger. L'autre jour, par exemple, vous avez un groupe de gens qui sont là en train de discuter, et puis il y a quelqu'un qui ne comprend pas très bien ce qui se dit. Il capte un mot par-ci, par-là, ou il capte un éclat de voix. Donc il va avoir une perception complètement déformée de ce qui se passe, par exemple. Il va s'arrêter sur des détails, sur des trucs qui l'ont frappé comme ça, mais ils ne vont pas capter globalement. Ou même à l'encart encore le plus fort. Par exemple, quand on entend une langue étrangère, on comprend parfois les mots, mais on ne comprend pas forcément le sens de ce qui est dit. Donc on va pas saisir exactement ce qui sont finalement l'étranger. Il risque de s'arrêter sur des éléments secondaires parce que c'est ça qu'il comprend. Je pense à notre ami Friedman. Friedman. Non mais on parle français. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure René Louis, si quelqu'un écoute des choses qui sont relativement abstraites, on dit il peut être débordé. C'est pas une question d'être français ou pas être français. Par exemple, lui, tout à l'heure, il disait c'est trop abstrait. C'est français, c'est trop abstrait. Donc, si c'est trop abstrait, il va essayer de s'accrocher à des choses qu'il peut saisir. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc, c'est pas une question d'être français ou pas français. C'est une question de par exemple, prenons un truc, mettons par exemple qu'on soit en train de discuter et qu'on parle un peu fort, etc. Les gens vont dire, comme ils ne comprennent pas ce qu'on dit, ils vont dire, je sais pas quoi, ils vont dire, voilà, ils sont en train de s'engueuler, ou je sais pas quoi, enfin, dire, ils ne vont pas comprendre les enjeux de la discussion et pourquoi, à un moment donné, on parle plus fort ou moins fort. Des tas de malentendus qui peuvent venir de cela. Alors, continuons comme ça. Moi, je voulais débattre sur deux questions. Premièrement, le fait de ne pas vouloir se faire remarquer. Donc, par exemple, si par exemple quelque chose vous paraît un peu étrange, alors premièrement, ils ont du mal à capter ce qui est inhabituel, mais même quand ils captent quelque chose d'inhabituel, ils ne veulent pas le signaler parce qu'ils se disent, mais si je dis ça, on va me dire, mais vous êtes pas, d'où vous sortez? Donc ils sont obligés de ne rien dire, parce que s'ils disent quelque chose, ils vont se faire remarquer. Et leur part. Et même si vous êtes né dans une famille, même si vous êtes né en France, vous avez une tradition familiale qui vous dira attention de ne pas parler certaines choses, ou ne pas faire des réflexions, etc. Alors que si vous êtes de souche
française, vous aurez beaucoup moins d'inhibition à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez beaucoup moins d'inhibition parce que vous n'avez pas peur qu'on remarque que vous n'êtes pas français, que vous n'êtes pas dans le français. Par exemple, vous, je suis en train de réfléchir, vous-même, vous avez des origines italiennes, je crois, provinciales ou étrangères. Voilà. Alors, par exemple, D'où tu es? Bourgogne-Auvergne. Comment? Bourgogne-Auvergne. Paris Bourgogne-Auvergne, tu vois. Dijon et Clermont-Ferrand. Non, je dis ça comme ça. Clermont-Ferrand, ouais, mais l'autre, c'est pas Dijon, C'est Elbeaume. non, Besançon? non, Besançon, c'est déjà plus la Bourgogne, tout à fait, c'est la Franche-Comté. tu peux filmer. C'est une ville où il y avait René Louis, le pédophile là, qui avait le car, c'était où ça? C'était là-bas, là, c'est cette ville là. Ah ouais, je vois. D'accord. Bon. Bon, alors effectivement, est-ce que Chablis ou par là, ouais. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que votre famille, elle est arrivée, c'est vous qui arrivez à Paris ou c'est votre famille qui est arrivée à Paris? Non, mais ils sont déjà à Paris avant. Ils étaient déjà là, c'est ça. Donc votre famille, elle a véhiculé, elle vous a transmis quelque chose de son expérience d'arriver à Paris. C'est déjà les Parisiens, ouais, pour une partie, oui. Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment parisiens ou est-ce qu'ils ont gardé les stigmates du provincial qui arrive à Paris et qui fait attention à ce qu'il doit dire, à ce qu'il ne doit pas dire Je sais pas, je crois pas, je peux pas vraiment dire ça. Non, ça dépend. Je pense pas. Tout à l'heure, on en a parlé avec nos amis congolais de l'accent. Est-ce que, par exemple, vous avez remarqué que dans les hommes politiques, ils évitent d'avoir un accent, enfin les journalistes politiques? Ouais. Enfin, il y en a un qui avait un accent, c'est celui du sud-ouest. Oui, c'est Apathy. Non, un autre là. Non, pas lui. Je passe quoi? En politique, il y en a un qui avait un accent qui s'est présenté là, le vieux là, qui est berger là. Alain Juppé. Ah, le berger, là? Ouais. Ah oui, la salle. La salle, Non, oui. il a un accent lui. Oui. Accent pyrénéen, oui. Ah ouais. Oui, ben ça, c'est effectivement, ça peut desservir, évidemment. Oui. Apparemment, il s'en servait pour faire. Oui, il jouait dessus, il instrumentait. Oui, ça pouvait servir d'une certaine manière. Mais enfin, vous avez l'air d'être. C'est quand même un sujet qui vous préoccupe beaucoup, les étrangers, l'immigration, etc. Donc vous avez quand même des choses à dire sur ce sujet. Ah bah le sujet, bien sûr, qui préoccupe, c'est bien évidemment de souche, puisqu'il y a une. Comment faut-il traiter la question des étrangers? Est-ce qu'il faut les laisser dans leur quartier? Est-ce qu'il faut les refouler vers leur pays d'origine? Maintenant, avec le grand remplacement, parce qu'il y a un phénomène de grand remplacement. Ah oui, le grand remplacement. Moi, ce que je pense, donc, comme l'a dit d'ailleurs d'une certaine manière François Hollande, il va y avoir des partitions et on va avoir des quartiers entiers qui vont. C'est Emmanuel Valls qui a dit ça, je crois. Non, François Hollande dans son livre. L'apartheid. Non, mais ça c'est là. Lui, il a parlé de partition de manière très sérieuse, où la France serait partagée. Et il y a des endroits où l'islam s'appliquera, Voilà, la ça. charia, et d'autres endroits où les non-musulmans se replieront parce qu'ils ne pourront plus vivre. Voilà. Et ça, bien évidemment, ça va venir. C'est déjà le cas d'une certaine manière de fait dans certains endroits, mais ça va être sûrement en droit. Après, il va y avoir une séparation. Eh bien, moi personnellement, je trouve ça très bien. Je préfère qu'il n'y ait pas de mixité, de pseudo-mixité entre des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Je pense que chacun doit vivre dans son groupe. Le problème, c'est que le mythe républicain, parce que le mythe républicain, il est fondé sur l'égalité et sur l'indéfectible patrie, et sur la volonté du peuple, et sur on ne peut pas remettre en cause l'intégrité du territoire. Alors, quand ça va venir, enfin, ça va être une révolution dans la révolution, on va dire. C'est quand même... Je donne, je suis fatigué. Oui. Mais moi personnellement, alors moi je suis tout à fait favorable. De toute façon, je pense que contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas une unité de la France. Les communautés de femmes ne fonctionnent pas comme communautés d'hommes. Les communautés de tel et tel milieu ne fonctionnent pas. Donc vous ne croyez pas que la question de l'étranger, elle se pose à des tas de niveaux en France, au niveau des différences sociales, des différences culturelles. On parlait de l'étranger au niveau national. Non, on parle de l'étranger en général, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le fait d'entrer dans un groupe qui n'est pas le vôtre, c'est déjà une situation d'étranger. Il ne s'agit pas d'être français ou pas français.
ça se pose pas avec la même acuité, on va dire. Ouais, Ah, mais, bah, mais ça se pose, oui, la notion de... Le changement de classe, Là, le changement de milieu, le changement de... La notion de l'autre, en général, ça se pose aussi. Ouais. Non, mais l'autre, si c'est l'autre dans ton propre groupe, c'est pas la même chose que l'autre dans un groupe différent. Bien sûr. Alors, bon. Mais ces femmes-là qui sont autres par rapport à l'homme, par rapport au groupe, elles sont quand même mêmes que lui par rapport, par exemple, à l'appartenance de la religion ou de la nation. Voilà, il y a de l'autre et du même à tous les niveaux. Il y a de l'autre et du même à différents niveaux. Il faut s'entendre sur le même et l'autre, à quel niveau on l'entend, si c'est au niveau national avec l'étranger extranational, ou si c'est avec l'autre dans une communauté sexuelle, dans une communauté travail, c'est différent. On peut le poser à tous les niveaux, bien sûr. Mais bien sûr, c'est ça l'intérêt du café philo, c'est de poser les problèmes à un niveau relativement d'abstraction et de ne pas rester au niveau du café du commerce. L'étranger, c'est l'allemand, c'est l'anglais, etc. L'étranger, il est parmi nous, il est ici. Et on ne peut pas ne pas vivre avec lui d'ailleurs. On va dire, vous avez l'impression que vous vivez dans une sorte de France unique? Non, pas du tout. Mais pourquoi ça a toujours été comme ça? À une époque, les Auvergnats, on n'a jamais pensé qu'un Auvergnat c'était un Parisien ou un Breton ou un Normand. Bon. Ça, c'est les sous-cultures. Bon, vous avez la culture nationale, puis les sous-cultures. Ben voilà. Mais il y a un nombre illimité de sous-cultures. Voilà. Mais c'est le problème qui se pose là. C'est des différences de mentalité, des différences de valeurs. Le problème avec l'étranger, bon, au sens, comme il parlait, les Zemmour et tout ça, là, bon, les problèmes nationaux, c'est une communauté religieuse vraiment autre qui ne peut pas, quand ils sont très nombreux, les musulmans, l'islam, donc, ils ne peuvent pas vivre sans dominer l'autre. C'est-à-dire que dès qu'ils sont très nombreux, il faut qu'ils commandent. Ils ne peuvent pas vivre en pratiquant leur religion de manière privée et en laissant le pouvoir public à la laïcité. C'est impossible chez eux. Ça n'arrive pas. Donc ça pose un problème. Donc là, la partition, tous les problèmes qu'on a dit, ça c'est inévitable. Puisque, mais même au sein du monde... Alors, même au sein de ces groupes musulmans, il y a des différences et des sous-cultures, mon cher ami. Il y a des tensions à l'intérieur même de toute communauté. Mais il y a quand même une sorte d'unification qui se fait. Comment elle se fera avec un chef, un certain chef, un chef qui sera un groupe de chefs qui prendra le dessus et les autres lui obéiront. Comme ça a toujours été, puisque dans l'islam, souvent il y a des caïds, des chefs qui prennent le dessus sur les autres. C'est le massacre, l'égorgement, le viol, tout ça, parce que c'est comme ça dans la doctrine musulmane. Il suffit de lire les gloses, les gloses de l'islam, c'est ça, depuis le début. Le prophète, il était encore chaud. Il n'est pas encore enterré, il est encore chaud, son corps est encore chaud, que ça s'égorge, ça se tue. Et c'est Tabari qui parle de ça. Ça, c'est pas Marine Le Pen, ça, c'est pas Zemmour, ça, c'est la doctrine traditionnelle de l'islam qui parle de tous leurs faits et gestes, et c'est chaud. Et ils se sont entretués, voilà, avec des périodes d'accalmie. Et pour ce qui est des étrangers dans leur civilisation, c'est la dimitude, c'est les juifs et les chrétiens, ils sont 10 000, ils doivent payer des insultes, des mises sur le banc, voilà. Et les païens, alors les païens, eux qui sont païens, à part en Iran, pour une certaine communauté, qui adore le soleil, là, enfin, entre guillemets, les Zoroastriens, et eux ils sont tolérés par l'islam chiite, un peu comme sont tolérés les juifs et les chrétiens, mais tous les autres païens, c'était soit la conversion ou la mort. Ils n'avaient pas le choix. Dès qu'ils les avaient pris prisonniers, c'était la mort. S'ils se convertissaient, mais souvent, s'ils ne voulaient pas se convertir, c'est la mort. Sinon, ils sont obligés de se convertir de manière détournée pour essayer de fuir après. Tout ça, et d'ailleurs, en ce moment, en Birmanie, pourquoi il y a tous ces problèmes en Birmanie? Oui, les Rohingyas. Avec les bouddhistes. Parce que là-bas, les musulmans, ils enlèvent les femmes bouddhistes de force. Les filles des bouddhistes, les femmes, ils les violent et ils les prennent dans leur communauté de force. Parce qu'ils ont moins de femmes dans leur communauté, ils les prennent de force. Donc les bouddhistes, au bout d'un moment, même étant très gentils. Ah oui, je n'avais pas compris ça, oui. Les bouddhistes sont très gentils, mais il y a des limites. Et donc certains chefs religieux bouddhistes ont pris les armes et ont dit bon, on ne peut pas laisser faire ça, ce qui est normal. En Chine c'est pareil, les problèmes en Inde, 80 millions d'hindous ils ont tué les musulmans. Bon, ils ont pris le Pakistan d'ailleurs, c'était l'Inde avant. Bien sûr. Et ils ont pris donc les musulmans partout où ils ont été, ça a été des massacres, des prises, voilà. Bon. Donc là maintenant l'Europe
l'Europe s'offre à eux. Donc là, c'est ça le gros problème de l'étranger, c'est l'islam. C'est surtout ça le gros problème. C'est pas les Martiens. C'est ça le gros problème. Et la question de partition, c'est ça le gros du sujet. C'est pour ça que vous vouliez parler le plus. Non, Mais enfin, il y a par exemple le quartier chinois, il y a des quartiers chinois, il y a des quartiers... Oui, les Chinois ne posent pas de problème, les Chinois. Les posent Non, pas mais de ils sont problème. entre eux. Oui, ils sont entre eux. Bon, certains les aiment pas parce qu'ils sont... Est-ce que vous croyez sérieusement à ce que dit Jean-Paul sur la menace, la menace des musulmans en France, comme si ils allaient imposer leurs lois, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas une psychose? On le voit bien avec les djihadistes. Les djihadistes, bon, ils se comportent comme le dit ce que dit Jean-Paul, correspond au comportement des djihadistes. Mais ils ne pensent pas aux djihadistes, Jean-Paul. Mais non, mais c'est pas le problème. Non, mais c'est des cas particuliers. Dans des endroits entiers, des cités où les musulmans sont majoritaires, et maintenant l'islam impose des... Et d'ailleurs, c'est un islam assez qu'on ne retrouve même pas dans les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb, c'est plus tolérant encore. Ah bah oui. Ici, vous avez un islam. Moi, j'ai été dans des cités travailler là-bas. Bah oui, c'est vrai que vous avez... Et j'ai pu voir que c'était l'imam qui venait. Quand l'imam il vient, il dit ça, il dit ceci, il serre le thé, tout le monde lui obéit. Et il y a les jeunes du quartier qui sont autour de lui. Donc il y a une autorité qui est voilà. pas... Et c'est leur autorité qui s'impose. Mais justement, alors moi je vais vous faire une objection, chaud, monsieur pas... Jean-Paul. Je vais vous faire une objection. Quand on sort une personne de son groupe, elle devient incontrôlable. C'est important des groupes. Par exemple, la plupart des gens qui sont incontrôlables, ce sont des gens qui ne sont plus dans leur groupe, qui sont sortis de leur groupe, qui sont étrangers à leur groupe d'origine. Parce que étranger, c'est à la fois être étranger dans le groupe où on arrive, mais aussi étranger par rapport au groupe dont on est sorti et dont on ne fait plus partie. Et finalement, là, par exemple, l'exemple est un très bon exemple. L'imam, les gens qui sont dans le groupe en question, ils respectent l'autorité de l'imam. Mais s'ils sortent du groupe, qu'est-ce qu'ils vont respecter comme autorité ? Il respecte l'autorité de l'imam, mais l'imam, bien évidemment, il est plus à mais peu importe, il y a une... imposer cette culture. Non, mais les gens sont beaucoup plus excessifs, à tous les niveaux, les gens sont beaucoup plus excessifs quand ils sortent de leur groupe que quand ils sont dans leur groupe, parce qu'il y a des contrepoids, il y a des antidotes. Je prends par exemple les gens du Midi, par exemple, ils parlent beaucoup, mais entre eux, ils se contrôlent, ils se limitent. Mais si vous ne savez pas comment gérer quelqu'un qui a un comportement que vous ne connaissez pas, il va dépasser les bornes. Donc eux, dans leur propre groupe, les gens, ils savent se contrôler, ils savent se limiter. Et quand vous le mettez à l'extérieur du groupe, eh bien ça dégénère justement. Donc moi je prends la thèse exactement inverse de celle de Jean-Paul. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est sorti qui n'est dans aucun groupe. Qui n'est ni dans le groupe d'origine qui le contrôlait, ni dans un autre groupe auquel il appartient où il n'est pas contrôlé. Ce sont les pires, ceux-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Non, mais les gens, en tous les cas pour ceux qui sont djihadistes musulmans, ils sont dans un groupe de djihadistes et c'est un peu le fer de lance de l'islam, c'est les combattants, c'est ceux qui se sont mis en avant. Et d'ailleurs tous les autres les respectent beaucoup. Moi j'ai remarqué, il faut savoir que quand il y a eu les attentats terroristes, il y a plein d'endroits dans Paris, ils n'en parlent pas de ça, mais moi j'ai vu des gens se réjouir et danser, tout ça, faire la fête. Et ça ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas que le citoyen de base le sache. Oui, bien sûr. Et donc ceux qui vont au combat, honneur à ceux qui portent la ceinture, comme ils disent. Ça c'est quand ils attaquent les Israéliens. Ils le font ici aussi. Quand celui qui porte la ceinture, c'est vraiment celui qui va au djihad, c'est le martyr, tout ça. Mais derrière lui, il y a toutes ces personnes qui n'ont pas sa qualité, mais qui le soutiennent moralement tout au moins. Je voudrais quand même apporter un élément de ce que j'appellerais l'obscénité du groupe. Tout groupe a des comportements qui, quand ils sont révélés à l'extérieur, apparaissent comme insupportables. Tout groupe a des discours sur les autres groupes qui sont insupportables et qui ne sont pas faits pour l'exportation. Donc effectivement, non mais il y a des choses que le groupe peut se permettre de dire et qui ne peut pas dire à l'extérieur. Hein, bon, donc c'est important. Et c'est pour ça que... C'est sûr que si on va en Angleterre et dire du mal des Anglais, ils n'aiment pas trop. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il n'y a pas que les Anglais et les Français. Les Américains aussi, on peut pas dire du non, mal non, mais la Américains. façon dont les femmes parlent des hommes ou les hommes... C'est bien, la c'est face... une chose. Au moins, ils respectent leur nation. Tu ne peux pas cracher sur l'État américain, sur le drapeau publiquement comme ça dans la rue. Les gens, ils vont venir, ils vont tout frapper. Hein. Oui, mais enfin, l'Amérique est un pays où il y a énormément de communautarisme. Alors, excusez-moi, bon... Par contre, le drapeau est très respecté. Oui, d'accord, mais le drapeau est peut-être respecté, mais les
Irlandais, c'est pas les Italiens, etc., etc. Et ça, c'est beaucoup plus radical qu'en France. Alors votre exemple du drapeau. Ah non, le drapeau on peut pas. Mais d'accord, mais c'est C'est l'arbre qui cache la forêt, l'histoire du drapeau. Si on met en avant le drapeau, par exemple, à un moment, cet abruti de Hollande, là, parce que c'est vraiment énervé encore, mais bon, qu'est-ce qu'il avait demandé quand il y a eu le premier attentat? Il avait dit mettez un drapeau à vos fenêtres, un drapeau français, mais les gens ne peuvent pas le faire parce que mettre un drapeau français, le drapeau est tellement haï ici par les gauchistes, par tout le monde, que mettre un drapeau à votre fenêtre, c'est pire que mettre du Front National. Du Front National, ça vient des gens, ils se sont fait brûler leur voiture, ils se sont fait agresser parce qu'ils ont mis un drapeau à leur fenêtre, alors que Hollande leur l'a demandé. Il y en a très peu qui l'ont fait. Alors si vous habitez dans le 16e ou un beau pavillon à Neuilly, vous pouvez peut-être mettre le drapeau, quoique. Mais si vous habitez dans une cité où les dealers ils sont en bas, là, mettez un drapeau français à la fenêtre. Mais oui, mais surtout si ce ne sont pas les valeurs du groupe en question. Voilà, parce que la France est honnie comme un pays, comme une société qui les a. Alors qu'ils vivent que de ça, et du RMI ici. Et s'il n'y avait plus la France, ils ne vivent plus, c'est des ténèbres extérieures. Mais en attendant, ils la haïssent parce que les gauchistes qui sont ici depuis 40 ans leur mettent dans la tête, avec un art consommé, qu'il faut cracher sur le pays d'où on est, que c'est normal, parce qu'eux-mêmes le faisaient aussi déjà quand ils sont arrivés. Et c'est ça le gros problème. Et maintenant, on est arrivé à un point de non-retour, que maintenant, plus personne n'acceptera rien. Ça va finir par un éclatement, et puis comme j'ai dit, des nouvelles sociétés regroupées. Ça peut pas être autrement parce qu'on était trop loin. C'est comme une personne qui a le sida en dernière instance, hein, il va pas guérir, là ça va aller vers la mort. Hein, voilà. C'est pareil, là. On est à un point très très grave.